Monseigneur Albert Legade, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous parler de votre perception, de votre relation avec le réseau Compassion Network dans le cadre du 25e anniversaire du réseau. Euh, vous êtes à l'archidiocèse, vous êtes devenu évêque de l'archidiocèse de Saint-Boniface en 2009, donc vous avez une bonne euh, compréhension de l'impact du réseau Compassion Network dans la communauté. Vous êtes également membre du conseil d'administration de la Catholic Health Sponsors of Manitoba. Expliquez-nous un peu le rôle de ce conseil par rapport à Réseau Compassion Network. Donc, le Catholic Health Sponsors du Manitoba. Oui. Alors, pour ça, il faut retourner un peu dans l'histoire. Alors, ces œuvres, beaucoup des œuvres dont RCN a la responsabilité, c'était des œuvres des Sœurs Grises. Et donc, elle voyait et l'administration et à la sauvegarde du charisme. Et je vais dire ça par le fait même de qui elles étaient. C'est femmes religieuses, catholiques, chrétiennes, et qui voulaient, et faisant partie de l'Église. Et alors, ces œuvres-là, surtout pour, bien sûr, ceux qui souffraient, ceux qui étaient dans la pauvreté, ceux qui avaient des difficultés à la vie, là où la charité pouvait vraiment faire une différence. Et alors, ça a continué comme ça pour bien des dizaines d'années, des décennies, avec la diminution du nombre de religieuses. Alors, bien sûr, il y a eu la diminution de sœurs qui pouvaient voir à l'administration sur le plancher, dans les unités, dans l'institution comme telle, le réseau. Et alors, les laïcs qui étaient nommés à ces postes-là d'administration. Et aussi, mais elle retenait la gouvernance du charisme, je vais dire. Et c'est un rôle auquel elles le font de ce qu'elles sont, mais aussi par rapport à Rome. Alors, Monseigneur, oui, vous mentionnez un charisme. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est un charisme pour ces congrégations? un charisme, c'est vraiment la raison principale pourquoi elles existent comme congrégation, comme communauté. Il y a des congrégations religieuses dont le charisme, c'est l'éducation. D'autres, c'est les services de santé. D'autres, c'est pour faire le ministère auprès des nouveaux arrivants. Surtout, s'il y avait une grosse communauté italienne, eh bien, peut-être une communauté italienne qui venait pour les aider à s'établir. Alors, c'est la raison principale de leur existence et de leurs activités. Et ça, c'est déterminé au départ, au moment de la fondation de la congrégation, et Pas ça se change pas. Alors, c'est vraiment leur mission en C'est tant que leur mission. congrégation. C'est établi au début par la fondatrice, les fondatrices, mais c'est sûr qu'à travers les années et les réalités sociales changeant, c'est une chose d'avoir le seul hôpital dans la ville de Winnipeg et beaucoup d'années plus tard, 100 ans plus tard, c'est le gouvernement qui finance le gros des opérations. Alors, la mission d'être auprès des pauvres, aidant ceux qui ont besoin, charité, amour, miséricorde de Dieu, eh bien, elle s'y donne. Ça, c'est le charisme, je crois, par lequel les sœurs grises se verraient. Alors, pour soutenir ça,
pour transmettre ça, bien sûr, au début, ça se faisait par le fait d'être une communauté. Mais avec moins de sœurs grises, moins de membres, alors elles ont transféré ça ici à Saint-Boniface à ce Catholic Health Sponsors of Manitoba, ce CHSM. Mm-hmm. Elles ont transféré leurs œuvres sous cette entité laïque? Oui, mais elles ont transféré leurs œuvres à ce qui était la Corporation catholique de la santé au Manitoba, donc maintenant RCN, pour l'administration. OK. Et ça, à travers les conseils d'administration pour chacun des œuvres. Alors, c'est pour ça que RCN, le conseil d'administration de RCN, nomme les membres des conseils et qui va aussi alors à engager le chef, le directeur ou la directrice. Alors, RCN, c'est surtout pour assurer la gouvernance. La gouvernance. Au départ. Au départ, au niveau de la Corporation catholique. Oui, moi je vais dire surtout l'opération. La gouvernance qu'elles avaient, elles ont choisi d'avoir le Catholic Health Sponsors du Manitoba. Et ça, c'est ce groupe-là qui nomme les membres du conseil d'administration de RCN. Alors là, vraiment, c'est pas l'opérationnel du tout. C'est la question de l'eucharisme. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il y a gouvernance, mais c'est vraiment un dialogue continu entre Catholic Health Sponsors of Manitoba et RCN. Ouais. Et Catholic Health Sponsors of Manitoba, ce sont eux qui sont la personne pontificale juridique? C'est ça. Qui répondent au Vatican. Qui répondent au Vatican. Mais là, il faut apporter, c'est que, à vrai dire, c'est encore les sœurs grises. Rome, puis c'est toute la question de transférer des œuvres de communautés religieuses, et ça c'est sous un certain dicaster, département à Rome, à laïque. OK? Que au lieu d'être œuvre de communautés religieuses, c'est œuvre proprement laïque. Et alors, mais en concret, c'est le Catholic Health Sponsors du Manitoba qui a la responsabilité du charisme et bien sûr en discussion avec les Sœurs Grises, leur gouvernance. Et à RCN, oui, absolument, la mission, continuer la mission, mais comme mise en œuvre de ce que le Catholic Health Sponsors du Manitoba. Ouais. Alors, ça semble bien de la bureaucratie, mais il faut dire que c'est une communauté de gens qui se connaissent et qui sont en dialogue. Sont en dialogue et ont connu les Sœurs Grises, veulent continuer l'œuvre, voient les besoins dans la société et veulent continuer à être une communauté d'institutions qui, dans son ensemble, voit là où il y a le plus grand besoin aujourd'hui. Absolument. Alors, Monseigneur, il y avait une forte relation entre la congrégation des Sœurs Grises et l'archidiocèse de Saint-Boniface. Elles sont d'ailleurs arrivées en 1844 à la demande de Monseigneur Provencher. Maintenant qu'elles ont passé le flambeau à des laïcs, parlez-nous un peu de la relation entre leurs œuvres, l'archidiocèse et le réseau Compassion Network. Oui. Alors, je vais dire qu'en termes de leurs œuvres, bon, ça c'est proprement œuvre
du Catholic Health Sponsors du Manitoba et surtout de RCN. Alors, c'est œuvre autonome, OK? Pas indépendante, pas isolée du tout, mais autonome, complètement autonome. Alors, la part, disons, de l'archidiocèse, de l'archevêque avec les œuvres de RCN, là, c'est vraiment, et c'est ça ce que j'ai toujours essayé de faire, qu'on ait de support là-dedans, un support dans le visionnement, dans promouvoir le charisme des sœurs grises qui, en fin de compte, est le charisme où devrait être la mission de toute l'Église, mais ça c'est dans un domaine particulier. Alors, j'ai beaucoup aimé la relation, depuis que je suis ici, de conversation entre, je vais dire, les évêques, dont je suis le représentant au conseil d'administration et au conseil des membres, là, des sponsors. Alors, c'est vraiment, on marche ensemble et avec le même désir de faire le plus de bien là où c'est nécessaire. C'est sûr que dans bien des œuvres, surtout ça, là où c'est, surtout où c'est des bénévoles. Alors, je pense à Flavie Laurent. Eh bien, il y a beaucoup de gens parce qu'ils connaissaient les sœurs, parce qu'ils veulent contribuer au bien-être, ils dépensent des heures de bénévolat. D'autres, bon, là, c'est plutôt où le charisme des sœurs grises tient encore à influencer, animer ceux qui sont impliqués. Alors, disons les 6000 membres, c'est personnel de tout le réseau. Disons ceux qui travaillent à l'hôpital. Ils sont énormes, le nombre. Et ils sont loin d'être catholiques, tous catholiques. Ils sont loin de certainement croire à tout ce que l'Église enseigne. OK? Alors, il y a toujours ce dialogue, cette tension-là, un peu. Mais c'est la question de comment animer, influencer un esprit dans chacune des institutions qui répondent à cette compassion, qui répondent à... C'est la personne humaine, chaque individu auquel on doit et on veut donner respect, écoute, vraiment une attention à leur situation et comment est-ce qu'on peut aider. Cette attitude-là, c'est pas du tout limité aux chrétiens. Les musulmans, un employé musulman ou un employé juif va avoir le même, on espère, puis c'est comme tout le monde, on espère pour tout le monde qu'ils ont cette place dans le cœur pour l'autre, dans sa misère, dans sa souffrance, dans ses difficultés. Mais c'est de comment faire cette culture de compassion qui, je vais dire, règne ou qui vraiment est le ton, la couleur particulier de cette institution-là. Être présent avec chacun des individus et les accueillir là où ils sont. Exactement. Monseigneur, que signifie aujourd'hui le ministère de guérison de Jésus-Christ dans la société actuelle dans laquelle on évolue? Eh bien là, je dirais, les valeurs les plus profondes du cœur humain, dans la foi, je dis, c'est Jésus-Christ qui est venu pour vivre ça et appeler à vivre avec lui ces qualités humaines, cette approche
à la personne, à la communauté. Alors, parce que les sœurs grises l'ont fait du bonté de leur cœur, à cause de leur foi, dans une communauté religieuse, communauté de l'Église. Alors, moi, je dirais que ce sont ces valeurs et la présence du Seigneur, mais encore ça, c'est un langage de foi, la présence du Seigneur qui veut que chaque personne reçoive cet amour que Dieu veut, amour concret, là, amour tout à fait terre à terre, là où sont les besoins de la personne. Et cela en communauté. Je crois que c'est au niveau de la communauté, à tout niveau, que ce soit la famille, que ce soit les voisins, que ce soit une paroisse. C'est vraiment par la communauté, par l'effort d'ensemble, apporter guérison, consolation, amour, que vraiment ça fait la différence, ça fait toute la différence. Et alors, de dire que c'est la continuation de la mission du Christ, c'est ce désir de Dieu que tous connaissent son amour. Et là où ça manque, eh bien, qu'on y voit individuellement, mais qu'on y voit surtout collectivement. Et moi, je dirais c'est ça. Alors, c'est pas une comparaison, une compétition, c'est juste une approche à partir de la personne du Christ vis-à-vis là où il y a souffrance. D'après vous, quels sont les grands défis devant nous? Et plus précisément pour les organisations catholiques œuvrant en santé et en services sociaux. Là. Comme je le dis, on est dans une société qui évolue à grande vitesse, puis dans un monde qui est souvent également désordonné. Alors, quels sont, d'après vous, les grands défis pour les organisations? Vous parlez de société désordonnée, mais disons, moi... En anglais, le mot, c'est « messy ». Messy, OK, messy, c'est un peu différent, ça veut dire pas très défini du tout. Oui, c'est ça, désordonné, c'était peut-être un peu gentil. Oui, là. Non, c'est ça. Moi, je dirais que le grand défi de notre monde aujourd'hui, eh bien, c'est l'individualisme. Individualisme qui peut être choisi comme égoïsme. C'est tout pour moi, OK, à propos de moi. Et le gros défi des institutions de soins de santé, de services sociaux et de tout ça, c'est le défi de travailler ensemble pour le bien de l'autre. Et quand je dis ça, c'est on voit ça des fois manquant quand on entend une garde malade qui a pris cette profession-là avec, tu sais, vouloir d'aider, d'aimer en fin de compte, d'être présent. Et certaines d'entre elles disent, après un certain nombre d'années, la flamme est éteinte. La fatigue, hein? La fatigue La compassionnelle fatigue, ou l'épuisement c'est ça. Physique et mental dans le système. Dans le système. À cause de... Il faut organiser, mais est-ce qu'on peut favoriser surtout le travail d'équipe avec un même esprit pour le bien du patient, du client. Un autre grand défi, ce serait, je crois, la question d'inclusivité, de diversité, ça c'est sûr, et on met ça souvent en conversation après, est-ce qu'on est
d'accord ou pas d'accord, vraiment d'accord ou vraiment pas d'accord avec tel enseignement de l'Église. Et c'est sûr, l'Église et la gouvernance des institutions peuvent expliquer. Et alors, c'est à la personne d'être d'accord ou non. Il y a liberté de conscience pour tout le monde. Mais les enseignements découlent des valeurs, de la vision de qui est la personne humaine, quel est ce projet d'humanité. Mais je pense que aussi diversité veut dire que dans une société au large, différents, je veux dire, agents, différents organisations, institutions peuvent coexister. Tu sais, il y a la diversité de valeurs, de modes de vie, d'attentes de la vie. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir diversité dans la manière de répondre aux besoins des personnes. Et tant que le respect est dû à la personne, chacune qui sonne à la porte, chacun qui traverse le seuil de l'hôpital ou de sa réelle, cette attention à la personne, donc l'écoute. Et ouais. Alors, il y a ce défi, ce gros défi en fin de compte, la place de la foi, de la religion, de la spiritualité dans ce projet de société. Et c'est sûr, ça semble aller plus vers l'individualisme. Et on voit ça aussi même dans l'arrivée de gens d'autres parties du monde où cette réalité communautaire, surtout familiale, est plus forte qu'ici. Et on voit que c'est quand c'est 2, 3 générations qui vivent ensemble dans une même maison. OK, c'est pas toujours gay, mais il y a une force là. Or, dans la communauté, dans la société aussi. Ouais. Alors ça, pour moi, c'est un des gros défis, que c'est pas des techniques de thérapie, du mesurable, si on veut. C'est un savoir-être ensemble. Avec une approche à la personne humaine. Alors ça, c'est un grand défi. Ouais. Absolument, absolument. Sur la même tangente, vous êtes également bien impliqué dans le travail entourant la vérité et la réconciliation au Manitoba, en particulier, je pense, auprès des métis francophones. Parlez-nous du travail fait et de votre vision de ce qui reste à faire pour les organisations catholiques du réseau Compassion Network. Un grand dossier, hein? Un grand dossier, c'est un dossier fait de l'éducation, la formation à une vue remplie de respect, encore de la dignité de la personne, donc la dignité de leur spiritualité. La réalité, tu sais, il y en a qui sont dans de grandes souffrances, c'est le fruit de systèmes qui les ont vraiment affaiblis, colonisés, amoindris. Et il y a d'autres qui, portant cet héritage, mais aussi font leur chemin. Et beaucoup qui font leur chemin, de plus en plus. Moi, je dirais, la réconciliation, c'est d'abord personne à personne. Alors là où on peut mettre
vraiment en valeur la rencontre. Alors, par exemple, tu sais, quand la personne va à l'hôpital ou une personne à Action Marguerite Saint-Boniface, OK? Alors que le fait d'être autochtone est valorisé dans ces institutions-là, OK? Alors, si ça veut dire une chambre de prière, une chambre de rencontre, c'est ça. Eh bien, ce qui donne force à leur communauté, à leur vie, ça doit être présent dans nos institutions. Mais aussi, tu sais, constamment travailler à là où la différence apporte peur ou jugement, qu'on dépasse ça. Alors, c'est un appel à tous et chacun à l'intérieur de nos institutions, nos œuvres, nos conseils, d'avoir ce regard-là en vue que les Autochtones en général, mais chaque personne avec laquelle on est en relation, ait les possibilités de se développer. Moi, je pense que la réconciliation va être quand un emploi dans la société, à l'école, on ne voit pas cette différence, que les opportunités économiques, éducationnelles, qualité de soins de santé, on ne parle pas de la différence autochtone-non autochtone parce que ce sont simplement des gens qui vivent ensemble selon la dignité, selon la... Ouais. C'est l'expérience Est-ce que c'est... humaine. C'est de retour à l'expérience humaine dans sa plus simple expression. Ouais, ouais. Et Est-ce que c'est un rêve? Bien sûr, c'est un rêve. Est-ce que c'est une fantaisie? Non. Puis moi, je pense que, bon, d'une part, tu mets une bande d'enfants de 2 ans ensemble, ils ne voient pas la différence. Ils voient un ami à jouer avec ou un ami qui vient de prendre leur jouet. oui, Mais, clairement. OK, mais ils ne voient pas. Alors, il faut réapprendre ça. Il faut réapprendre. Désapprendre et réapprendre. Absolument, absolument. Yeah. Et ça se fait seulement par la rencontre d'individus et la qualité de la relation qu'on essaie d'établir ensemble. Yeah. Et je vois ça chez beaucoup de gens. J'ose dire chez plus en plus de gens. Donc, ça me donne espoir pour l'avenir, mais ça va être un gros effort de désapprendre ou plutôt purifier ce qui divise et croître dans ce qui nous rapproche. Ouais. Absolument. Mm-hmm. Alors, comme je le mentionnais, Monseigneur, vous êtes devenu archevêque de l'archidiocèse de Saint-Boniface en 2009. Vous avez été témoin de la majeure partie de l'évolution de la Corporation catholique de la santé du Manitoba qui a été renommée Réseau Compassion Network en 2020. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans son évolution? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui, moi je vais dire ce qui me touche le plus, c'est au début, comment est-ce qu'on va continuer les œuvres avec l'esprit des Sœurs Grises. Mais c'est continuer les œuvres dans tel nombre d'institutions, voyant un tel besoin, bon, on garde ça à bien marcher, à marcher avec compassion. Bon. Mais moi, je vais dire, ce qui m'a frappé maintenant, c'est, et de par la direction du conseil d'administration de RCN, par certainement Daniel Lucier, son équipe, c'est le désir de regarder plus loin que simplement les murs de chaque institution, la société. Quels sont les
les besoins là, quels sont les besoins nouveaux d'une certaine manière? Ça change. Et comment est-ce qu'on peut voir à ces besoins qui jusqu'ici n'étaient pas remarqués ou identifiés, unmet needs, donc comme la question d'habitation. Pour les sans-abri ou le logement abordable. Absolument. Ce sont des réalités très actuelles. C'est ça. Et de se lancer, le plus souvent encore en partenariat, pour répondre à ces besoins-là. Le sens que pour, disons, sortir de la pauvreté ou sortir de la dépendance, ça prend bien des éléments ensemble. Habitation, soin de la condition actuelle, créer une communauté où les gens aussi s'entraident. Alors, c'est cette question-là de vraiment de regarder bien plus au large, de vouloir être partenaire, au répond des besoins là. Alors, moi, ça m'a vraiment touché le cœur qu'il y a cette ouverture de vision, d'essayer des choses nouvelles. Des fois, certains projets sont d'un grand succès, souvent. Des fois, non. On vient à un blocage ou on est impossible pour nous de vraiment jouer une part. C'est en dehors de nos capacités, mais la recherche, toujours, bon, c'est une complexité d'éléments qui créent la souffrance. Soyons avec nos institutions, mais aussi avec projets à répondre à cela. Ça, j'ai beaucoup appris.